Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous aimez jouer, parce que nous allons commencer par un jeu collectif, c'est le jeu de la balle. Dans ce jeu, il y a une balle imaginaire que vous allez devoir vous lancer les uns aux autres. Le but du jeu est que la balle passe dans les mains de tout le monde. Lorsque vous recevez la balle, je vais vous demander de lever votre main de cette manière, avec la balle, pour que tout le monde vous voie dans la salle. Vous êtes prêts ? Régisseur, lumière s'il vous plaît. Voici donc la balle. Je vais la lancer à quelqu'un au premier rang. C'est parti, je commence. Vous, madame, qui venez de recevoir la balle, vous faites un geste de la main, c'est à votre tour. Lancez la balle à la personne de votre choix dans le public. Parfait. Vous, madame, qui venez de recevoir la balle, c'est à votre tour. Lancez la balle. Génial, vous êtes extrêmement fort. À vous, madame. Parfait. Vous, monsieur, essayez de l'envoyer à quelqu'un qui ne l'a pas reçu de ce côté. Parfait. Merci, monsieur. Alors, nous allons arrêter ce jeu maintenant. Merci. Et vous êtes tous et toutes très forts. Hein. Je suis vraiment impressionné. Mais je vais quand même vous dévoiler le secret pour réussir ce jeu à tout prix. Régisseur, noir dans la salle, s'il vous plaît. Vous avez peut-être remarqué dans ce jeu que certaines personnes, notamment à la fin, avaient plus de mal que d'autres à rattraper la balle. Ce n'était pas un problème de coordination, c'est plutôt que, disons, le dernier émetteur n'avait pas regardé précisément dans les yeux du destinataire. Autrement dit, si vous ne regardez pas dans les yeux de votre destinataire, la balle va difficilement arriver dans les mains de monsieur. Autrement dit, imaginez-vous que cette balle est en réalité une parole. Vous allez parler à quelqu'un, vous dites quelque chose qui est très intéressant. Cette parole doit aller à l'interlocuteur. Elle doit le toucher au point de le bouleverser. Si vous ne mettez pas d'intention dans votre propos, votre parole ne sert à rien. À quoi bon parler si personne ne vous écoute ? Donc, le fait de maîtriser votre langage verbal est essentiel au quotidien. Je voulais vous montrer à travers cet exercice assez simple à quel point le regard, la gestuelle, le langage non verbal sont fondamentaux. Quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous négociez avec votre manager, quand vous parlez entre amis, pendant un dîner de famille, un date, au-delà des propos que l'on tient, notre corps parle lui aussi. Et il en dit même beaucoup sur nous. Le fait de maîtriser son langage verbal et non verbal est donc fondamental. Parce qu'il vous donne un pouvoir, pas n'importe lequel, le pouvoir de créer une nouvelle opportunité, le pouvoir de découvrir une information, in fine, le pouvoir de provoquer la chance. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Sina Sobouti, j'ai 24 ans, j'étais anciennement danseur à l'Opéra de Paris, puis j'ai repris des études à Sciences Po. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point la communication devient un facteur d'inégalité sociale majeur. Ensuite, que l'une des manières d'y remédier et de réapproprier son langage corporel. Et enfin, je vous dévoilerai comment personnellement j'y suis parvenu. Pour commencer, la communication est un outil formidable. Elle est au fondement de nos interactions sociales. Cela dit, la communication, lorsqu'elle n'est pas assumée, devient un véritable facteur d'inégalité sociale. Nous avons tous et toutes incorporé un certain langage depuis l'enfance, en reproduisant les propos de notre entourage familial, de notre milieu socio-culturel. Ce langage est et reste une source d'inégalité sociale majeure parce qu'il est rarement conscientisé. La plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de vos tics de langage. Vous avez sans doute des amis qui parlent extrêmement vite, simplement parce qu'ils craignent le silence. Le silence, que je vous invite à utiliser pour faire des pauses, pour aérer votre argumentaire et pour éviter les fameux à bannir, bien entendu. L'enseignement scolaire en France a tendance à insister sur l'importance des mots, de la grammaire, ce qui est essentiel certes, mais oublie souvent le champ du non-verbal. Or, vous le savez, le corps humain a toujours été l'objet privilégié de l'emprise sociale. Le corps humain fascine, d'autant plus à l'heure de la culture de l'image. Il est donc nécessaire, mesdames, messieurs, que vous, chacun et chacune d'entre vous, puissiez pleinement prendre conscience de l'atout sans égal qu'est l'éloquence. Votre discours est le premier canal par lequel la société se fait une idée de vous. Dès que vous commencez à prononcer quelques mots, à votre intonation, on devine facilement quel est votre niveau d'instruction, d'où vous venez, qui vous êtes, si vous avez confiance en vous.
Votre voix vous raconte. Je vais vous donner un exemple de la vie quotidienne. Il m'est déjà arrivé de me retrouver devant un guichet municipal, comme chacun et chacune d'entre vous, et l'agent administratif face à moi était assez rétif et désapprobateur face à mes parents immigrés qui parlent beaucoup moins bien français que moi. Il a fallu que je m'avance et que je prenne la parole pour soudainement débloquer la situation. Soudainement, par magie, débloquer la situation. Donc la parole est un marqueur social, oui. Mais, utilisée à bon escient, elle est aussi une clé qui ouvre la porte des possibles. J'utilise souvent la métaphore de la ligne de départ. Nous avons tous et toutes des parcours différents, mais nous n'avons pas tous commencé avec cette même ligne, justement. Chaque individu ne bénéficie pas du même niveau de langue. Et justement, l'enseignement de la prise de parole permet de rééquilibrer ces inégalités de départ. Au même titre que l'écriture, l'oral s'apprend. Et d'ailleurs, à l'heure où la rhétorique est devenue un sujet grand public, notamment grâce au concours d'éloquence, grâce au cinéma, aux youtubeurs, mais aussi grâce au TED, l'expression orale doit être un levier de l'égalité des chances. L'expression orale et son enseignement doivent être un vecteur d'égalité sociale. L'expression orale doit vous permettre de provoquer la chance. Enfin, l'expression orale ne doit pas devenir un simple écrit oralisé. Il ne s'agit pas de rédiger le texte de son exposé, de l'imprimer, puis de le lire à haute voix avec précipitation devant ses camarades. Il s'agit d'incarner son texte. En tant qu'orateur, vous êtes à la fois auteur, compositeur et interprète de votre propre œuvre. Pour remédier à cette inégalité de communication est de se réapproprier son corps et de prendre conscience clairement que notre langage corporel forge qui nous sommes. Il y a un concept de sociologie que j'aime bien, c'est le pouvoir symbolique. C'est l'idée que les modes de domination sociale agissent sur les représentations et les actions des individus dits dominés. Je dis souvent que la discipline du corps donne à l'orateur un pouvoir symbolique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous maîtrisez votre langage corporel et que vous êtes capable de l'utiliser pour appuyer vos propos, vous êtes dans une position symbolique qui vous permet de persuader plus ingénieusement votre interlocuteur. Pour vous donner un exemple, il m'est déjà arrivé dans certaines situations scolaires ou professionnelles de ne pas du tout être en position de force, voire d'avoir tort sur un sujet, mais le fait que je maîtrise mon langage verbal et non verbal, que je sois totalement à l'aise, a en réalité provoqué un retournement de situation où je me retrouvais en position de force. Pour vous livrer ma double technique favorite, je vous conseille de fixer le destinataire dans les yeux pour ne pas vous déconcentrer. Et en même temps, d'ignorer totalement les expressions faciales qui sont à vous, si la personne sourit, rigole, peu importe, pour ne pas être déstabilisé. Vous comprenez donc que votre langage corporel forge qui vous êtes. Le langage corporel affecte la manière dont les autres nous perçoivent, mais cela peut aussi changer la façon dont on se perçoit soi-même. À titre personnel, je m'entraîne souvent devant un miroir. La première fois, c'est assez étrange de se regarder soi-même, mais en réalité, vous vous rendrez compte que votre miroir deviendra votre meilleur allié, car il permet rapidement de se corriger. Demain, après-demain, je vous invite à faire attention à la manière dont vos amis, vos proches ou vos professeurs s'expriment. Vous vous rendrez alors peut-être compte que certains s'expriment de manière atypique, en mettant leurs mains dans les poches, en croisant les jambes, en se grattant la tête. Vous vous rendrez compte que 7% de la communication est verbale, c'est-à-dire par la signification des mots. 38% de la communication est vocale. Et 55% de la communication est totalement visuelle, ce qui comprend les expressions du corps et du visage. Ce n'est pas ma théorie, c'est la théorie du psychologue Albert Mirabian qui l'utilise comme règle des 3 V, verbal, vocal, visuel. Cette théorie est intéressante parce qu'elle peut s'appliquer au discours politique, mais elle est sujette à débat. Parce que d'une part, si on prend le cas de cours magistraux, a priori, vous êtes totalement captivé par les propos de l'enseignant. Donc la théorie des 7% de communication verbale ne tient pas. D'autre part, si je prends l'exemple de notre soirée TED, il est possible que d'ici quelques semaines, vous ne vous souveniez pas exactement de mes propos ou des propos de mes collègues, mais plutôt de l'éthos général que les speakers ont pu dégager. Et donc en ce sens,
la règle des 55% de communication visuelle s'applique tout à fait. D'ailleurs, on dit souvent que l'efficacité d'un discours tient à 3 éléments. Le logos, le pathos et l'éthos. Le logos, c'est la force de conviction par le raisonnement, la logique. Le pathos, c'est, je dirais, la manière dont l'orateur parvient à susciter une émotion auprès du public. Et l'éthos, qui nous intéresse maintenant ici, c'est la crédibilité que l'orateur inspire au spectateur. C'est ce qui permet de devenir une figure d'autorité. C'est ce qui permet de rendre un tribun, disons, agréable et digne de respect. L'éthos passe nécessairement par la maîtrise du langage non verbal, par la réappropriation de son corps. Et c'est d'ailleurs en maîtrisant votre éthos que vous développez votre pouvoir symbolique, votre aura, votre charisme. Alors, à ce stade, vous allez me demander comment je fais pour prendre conscience de mon corps. C'est vrai, ce n'est pas une question évidente. Donc, personnellement, c'est en travaillant ma respiration que je prends conscience de mon corps. Donc, pour vous donner un exemple assez simple, la première chose que je fais, c'est que je m'enfonce doucement sur le fauteuil sur lequel je suis assis. Je sens mon dos au contact du fauteuil du dossier. Je prends quelques respirations, puis je détends mes épaules en les rabaissant. Je détends ma mâchoire, mon cou, et j'imagine qu'une goutte de pluie glisse de mon crâne au bas de mon dos. Mon corps doit être disponible, souple. Je me redresse, j'inspire, puis expire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce rituel peut paraître simple et basique, mais en réalité, il est fondamental. Fondamental parce qu'il rend votre corps relâché et présent. Alors, il est vrai que mon passé de danseur m'a permis d'avoir une forte conscience de mon corps. Il est vrai qu'avoir été habitué à être sur scène, à s'exposer au regard du public, à utiliser l'espace, à contrôler ma respiration, tout cela aide pour améliorer sa prestation orale. Dans mon expérience de l'opéra à Sciences Po, je me suis rendu compte que la danse et l'éloquence étaient en réalité très proches. De la même manière que le danseur communique par son corps sur scène, l'orateur est aussi un personnage sur une scène qui s'exprime lui avec son corps et ses mots. La danse et l'éloquence peuvent paraître des vocations divergentes, mais en réalité, elles constituent chacune une performance scénique où l'on met son corps en jeu. Et c'est d'ailleurs en partant de ce constat que j'ai décidé en 2020 de créer un programme pédagogique alliant art oratoire et art vivant. En parcourant un certain nombre de lycées, je me suis rendu compte que le grand oral du baccalauréat n'était pas suffisamment travaillé du point de vue oral, paradoxalement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fondé donc le programme Danse Éloquence, qui consiste en des ateliers de formation à la prise de parole destinés à des lycéens de terminale en Île-de-France. Et l'originalité de ce projet était justement de faire directement appel à des artistes de la scène, tels que musiciens, chanteurs, danseurs, cantateurs, acteurs, qui sont par définition des spécialistes de la performance orale. Se tenir droit, être vertical, respirer, occuper l'espace, marcher soudainement, disperser son regard. Tout cela, ce sont des compétences issues initialement du spectacle vivant et qui se retranscrivent dans la prise de parole. Je me souviendrai toujours de cette première sensation authentique sur la scène de l'Opéra Garnier quand j'avais 9 ans, seulement 9 ans, face à 2000 spectateurs plongés dans le noir. Le sentiment d'être sur scène est unique. Et c'est justement en s'exposant au regard des autres, en sortant de sa zone de confort, en prenant confiance, en maîtrisant justement son langage corporel et en montant sur scène que l'on gagne confiance en soi. La danse était en quelque sorte ma première chance et l'éloquence ma deuxième chance. Celle qui m'a permis, après une grave blessure, de reprendre des études et de m'intéresser à l'art oratoire qui est devenu maintenant une passion. La performance orale, je m'en suis rendu compte, constitue en quelque sorte, et tout autant qu'un ballet, une œuvre d'art, éphémère, mouvante, vivante. J'avais d'ailleurs un professeur de musique qui nous avait donné un conseil à l'opéra. Il nous disait d'imaginer que notre voix et notre regard propulsent des taches de peinture sur chaque personne du public. Il nous disait d'imaginer que les spectateurs, au début, revêtus de blanc,
se retrouve totalement coloré à la fin du speech. Finalement, si on résume, la communication est effectivement un facteur d'inégalité sociale majeur. Une solution est de se réapproprier son corps, de se rendre compte que notre langage corporel forge qui nous sommes. Langage verbal et langage non verbal sont donc indissociables et complémentaires. Et je suis d'ailleurs sûr que si on refaisait le jeu de la balle tout de suite, tout le monde se regarderait instinctivement dans les yeux. Vous comprenez donc en quoi prendre la parole, c'est afficher son identité, s'exposer, se révéler. Et c'est effectivement en trouvant votre voix, VOX, c'est-à-dire en travaillant votre langage corporel, votre prise de parole, que vous trouverez votre voix, VOIE, que vous vous alignerez avec vos valeurs propres, que vous aurez constamment de l'ambition dans tout ce que vous faites et que vous vous sentirez légitime à votre place. La parole est une arme redoutable, une force exceptionnelle, une exigence. Mais dans le même temps, la parole est également une bouée de sauvetage. Elle permet la survie, la sauvegarde, la deuxième chance. Elle permet de changer un destin parfois. Dès demain, faites de votre parole votre priorité numéro 1, parce que c'est par elle que le monde vous découvrira. Pas un jour ne passe sans que nous ayons à défendre une idée, un projet, un produit, et à nous protéger contre d'éventuelles fourberies. L'argumentation vous donne un pouvoir, mesdames, messieurs. À vous désormais d'apprendre à le maîtriser et de savoir y résister. Merci à vous et très bonne soirée.